Café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, présenté par l'association Evaleco, avec ce soir Geneviève Fontaine. Bonsoir. Et deux jeunes gens volontaires en service civique, Anne-Cécile Dutertre. Bonsoir. Et Bilal Sidaoui. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Ce soir, nous allons parler d'un sujet intéressant qui n'est pas compté dans le produit intérieur brut, qui ne contribue donc pas à la croissance et qui pourtant concerne des millions de personnes en France et produit à autre chose que de la richesse monétaire. On va parler du bénévolat. Donc exactement, le bénévolat du coup qui est très représenté en France. Déjà on va se poser la question, c'est quoi le bénévolat? Alors si on reprend le terme, donc ça vient du latin, c'est benevolus, ça veut dire bien vouloir. Et effectivement, un bénévole, c'est quelqu'un qui donne un coup de main. Si on résume, c'est quelqu'un qui va venir par exemple soit dans une association, dans une structure ou bien auprès d'autres personnes pour apporter son aide, pour se mettre au service et du coup pour œuvrer sur quelque chose qui lui semble soit juste, soit qui fait avancer les choses, soit sur de la solidarité ou des choses comme ça. Donc si on reprend une définition un petit peu plus pointue, on pourrait partir par exemple sur ce qu'a dit le Conseil économique, social et environnemental, donc en 93. Donc je cite: est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui en dehors de son temps professionnel et familial. Là, ça pose effectivement un certain nombre de mots intéressants. Activité, non salariée. Voilà, donc effectivement, on discerne vraiment le côté non salarié. Même quand on regarde un petit peu au niveau légal, on définit un bénévole par le fait qu'il n'y ait pas de subordination juridique déjà. Donc il n'a pas de chef. Concrètement, on peut définir le bénévole comme ça. Il n'a pas non plus de rémunération, ce qui le différencie fortement donc du salariat. Et il y a aussi d'autres termes. Par exemple, il y a le côté engagement libre. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où il a décidé de se mettre au service, il est vraiment volontaire, quoi. Il y a pas de contrat comme on pourrait retrouver effectivement dans le code du travail. Et c'est aussi pour ça que au niveau juridique, c'est un petit peu difficile à définir le bénévolat. On peut creuser un petit peu. Et du coup, on va surtout définir le bénévole comme n'étant ni salarié ni volontaire. Donc c'est ce qu'on peut dire un statut intermédiaire. Et du coup, c'est là où il y a quand même des points de vigilance. C'est-à-dire que il n'y a pas de contrat. Donc comment est-ce qu'on définit déjà ce qu'il va faire, dans quel cadre il peut justement fournir une activité et œuvrer, et aussi qui va l'encadrer et s'il n'a pas les compétences, comment on fait. Donc c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est que pour être bénévole, n'importe qui peut être bénévole dans certaines on va dire certaines limites, et on va aussi voir comment faire pour que les personnes qui ont beaucoup de freins pour justement se lancer dans le bénévolat, comment faire pour que ces personnes franchissent le cap et se sentent valorisées aussi dans ce qu'ils font, parce que c'est assez important. Donc ça veut dire que au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était un statut à part entière, et puis il a commencé à y avoir un certain nombre de réflexions pour essayer de comprendre ce que peut être le bénévolat, ce que peut être les fonctions d'un bénévole, ce que ça peut apporter de positif à la structure pour laquelle il s'engage, mais ce que ça peut apporter à la personne elle-même aussi, chercher les réciprocités, et un certain nombre d'outils qui se sont mis en place. Oui, il y a des outils qui se sont mis en place, mais il faut aussi revenir sur le terme d'engagement libre, parce que effectivement c'est ce qui fonde le bénévolat. Sur le fait qu'il n'y a pas de contrat de subordination, ça veut dire que la personne, elle n'est pas liée par un contrat de travail, ça veut dire qu'elle effectivement elle n'est pas tenue par une hiérarchie dans l'organisation où elle est, c'est-à-dire une association, etc. Mais ça veut pas dire forcément qu'elle est totalement en autonomie et totalement libre de faire ce qu'elle veut dans la structure. Donc c'est son engagement qui est libre. Après, le principe d'un bénévole dans une association, en tout cas, c'est qu'il adhère au statut de l'association, il adhère à l'éventuel règlement intérieur de l'association, et ça quand même, ça borne ses activités. C'est souvent c'est parce qu'il adhère à l'objet de l'association et à ce que porte l'association qu'il a envie ou qu'il a
a envie de mettre sa liberté, son engagement libre au service de l'association. On va dire qu'à chaque fois qu'on dit il, c'est il et elle. Il et elle, oui. Donc voilà, donc c'est important cet engagement volontaire. Moi, je trouve très intéressant dans la définition du Conseil économique, social et environnemental, c'est le fait que, comme Philippe l'a rappelé au début de l'émission, le bénévolat ne compte pas dans le PIB et qu'on le retrouve très fortement dans cette définition, puisque le bénévolat, ça vient après l'activité salariée. L'activité salariée est première, la recherche de l'activité salariée est première, si on n'en a pas, et ensuite vient le bénévolat, qui est défini comme un tiers, en fait, un tiers-temps entre la vie professionnelle et la vie familiale. Or, il y a aussi beaucoup de temps donné librement au sein de la famille et pas forcément de la famille proche. Et oui, là on retrouve aussi un certain nombre d'activités qui ne sont pas monétarisées, donc qui ne comptent pas pour le PIB. Pour le PIB. Voilà. Ta grand-mère, quand elle garde ton enfant, c'est cadeau. Ça compte pas. Ça compte pas ça compte, ça a beaucoup de valeur, mais ça ne compte pas pour la mesure de la richesse telle qu'elle est mesurée aujourd'hui à l'aide du PIB. On reviendra après sur les volumes, de ce que ça représente en termes de richesse. On pourra peut-être même donner des indications aux certaines associations. Oui, donc je crois que c'est important de justement de donner un petit peu une envergure, un peu l'impact du bénévolat sur notre société, parce que ça ne compte pas dans la croissance et dans la mesure de la richesse. Et pourtant, comme tu l'as dit en introduction, Anne-Cécile, ça concerne des millions de personnes qui sont à la fois ou bénévoles ou bénéficiaires du travail des bénévoles. Voilà, exactement. Si tu reprends juste l'Union européenne, on a 495 millions d'habitants et entre 92 et 94 millions de personnes qui sont bénévoles. Donc c'est quand même un sacré chiffre. Ça fait en gros 22-23% des sur l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que c'est identique dans tous les pays ? Non, il y a pas mal de disparités dans ces chiffrages. Il y a des pays qui sont quand même plus ouverts, plus habitués, on va dire, à cette notion de bénévolat. Par exemple, en Suède, on estime à peu près à 40% la population adulte qui est bénévole, et dans d'autres pays comme la Bulgarie, on est plus dans les 10%. Pour ce qui est de la France, on est plutôt au milieu, c'est-à-dire qu'on est à un taux qui est de l'ordre de 26%. Donc un tout petit peu au-dessus de la moyenne européenne. Oui, voilà. D'accord. Ouais, et alors, sur 4. ça donne quoi, oui, effectivement, en termes de tranche d'âge, qui sont les bénévoles? Alors, si on focalise sur la France, on va les trouver où, dans quel type de choses, et puis surtout, qui sont-ils, si on peut arriver à le savoir? Il et elle. Eh bien, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites là-dessus, notamment par France Bénévolat, le CNRS. Nous avons également une étude qui a été faite par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la région PACA, qui s'est notamment intéressée au problème de renouvellement générationnel des associations, sur lequel on pourra revenir plus tard. Mais plus spécifiquement des associations employeuses. Les deux, soit qui emploient, soit qui a des bénévoles. C'est un peu toutes les associations. Et des chiffres qu'on peut retenir, c'est que il y a une étude qui a été faite en 2010, 2013 et 2016 pour faire un espèce de comparatif. Et donc on se rend compte que qu'il y a de plus en plus de bénévoles au sein des associations. Par exemple, la période entre 2010 et 2016, on est à peu près à plus 17%. Donc on est passé de 11 à 13 millions de personnes à peu près qui sont bénévoles dans des associations. Et dans cette tranche-là, donc ça c'est pour les bénévoles associatifs. Il y a également des bénévoles dans d'autres organismes ou des bénévoles qu'on appelle directs, qui concernent donc les bénévolats, par exemple, aux personnes qui en ont besoin.
donc sans passer forcément par des associations. Là, on est dans le des quartier, l'aide au quartier. Alors c'est forcément hors de la famille, sinon c'est plus considéré comme du bénévolat. Mais ça va être effectivement l'aide directe à des voisins, voilà, sans passer par une structure associative. Mais enfin, ça reste, c'est quand même important parce que ça concerne 8 millions de Français qui déclarent donner de l'aide comme ça directement, et donc à peu près 13 millions de bénévoles par le biais des associations. Donc on peut franchement pas considérer que le bénévolat, donc l'engagement associatif pour le coup, ou l'entraide, soit quelque chose de tellement neutre. Ça participe vraiment du vivre ensemble, ça participe vraiment du lien social. C'est de ça dont on parle en définitive. Oui. Et ça participe aussi à de ce qu'on appelle l'amortissement de la crise, parce que effectivement toutes ces solidarités, qu'elles soient au travers d'associations ou directes, elles ont énormément amorti l'impact de la crise économique sur les familles, sur la vie dans les différents quartiers, territoires, etc. Et sans toute cette vie associative, tout ce bénévolat et toute cette entraide hors association, effectivement, l'état de la société serait bien plus catastrophique. Donc il y a effectivement une fonction d'amortisseur de la crise qui est très fort et qui est reconnue effectivement par toutes les études qui se penchent là-dessus. Mais amortisseur de la crise ou même au-delà de ça, structurant du vivre ensemble. Alors structurant du vivre ensemble, mais c'est toujours un peu la même chose, c'est que la seule fonction ou valeur qu'on reconnaît au bénévolat de manière officielle, c'est son côté, l'impact qu'il a quand même sur l'économie, donc d'amortisseur de la crise. Ça, on revient toujours à la même chose. Reconnaître effectivement qu'il est structurant de la société. On n'en serait pas là dans les financements associatifs si aujourd'hui on reconnaissait que le bénévolat et les associations ont un rôle structurant dans le vivre ensemble. Voilà, c'est une réalité aussi. Oui, et si vous donnerez tout à l'heure peut-être des équivalents en valeur monétaire peut-être. Voilà, effectivement, on va se pencher. On se rendra compte comme ça de ce que ça représenterait si cet engagement volontaire était effectivement pris en compte. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, un café et l'audition. Alors, Bilal nous disait tout à l'heure qu'on notait une nette augmentation du bénévolat dans les associations, donc une image positive. Une image positive, mais on garde encore des freins, effectivement, au bénévolat. Et effectivement, dans ce qu'on peut observer, il y a beaucoup de personnes qui qui disent ne pas faire de bénévolat, soit par manque de temps, c'est effectivement la raison qui vient le plus souvent, par manque d'occasion, et aussi le fait de pas avoir le temps. On parlait tout à l'heure du temps consacré au sien. Effectivement, c'est la troisième raison. On peut aussi, par rapport à ce que nous on a pu observer sur le terrain, les manques d'engagement peuvent venir du manque de communication, du manque d'organisation des structures, et parfois effectivement des associations qui changent d'objectifs et qui ont des objectifs qui ne répondent plus aux attentes des bénévoles. Est-ce que le manque de temps influe sur la sociologie, quand on a du temps, quand on est peut-être plus âgé à la retraite ou beaucoup plus jeune et sans emploi? Alors en fait, ce qu'on observe, c'est on a toujours l'image effectivement du retraité qui est bénévole. Or, il y a une forte baisse du bénévolat chez les retraités. Par contre, il y a une très forte hausse, plus 33% de bénévolat sur ces 3 années d'études chez les 15-35 ans. Donc l'image que l'on a des jeunes qui ne s'intéressent pas, etc., elle est complètement battue en brèche qui ne s'engagent pas, qui ne s'engagent pas, voilà. Par contre, c'est vrai qu'ils sont aussi souvent à dire que l'organisation associative ne leur convient pas. Donc c'est aussi un questionnement qui est renvoyé aux associations et à leur mode de fonctionnement. Et alors la manière dont elles portent leur objet, et leur gouvernance peut-être. Et leur gouvernance, c'est essentiellement ça. Et quand 30% des gens déclarent qu'ils font pas de bénévolat par manque d'occasion, ça veut pas dire qu'ils ont pas envie de faire de bénévolat. Ça veut dire que ils ont rien rencontré sur leur parcours qui leur a donné envie. Voilà, donc c'est quand même à nuancer. Mais je crois que dans cette étude aussi de France Bénévolat, il y a des éléments qui permettent de trouver des leviers
En fait, ils ont posé la question de la raison du non-engagement. C'est-à-dire que vous vous engageriez si quoi. Voilà, c'est et je crois qu'Anne-Cécile, tu as des éléments là-dessus sur absolument qu'on peut lire comme des leviers en fait. Voilà, donc comme opportunité, il y avait si j'avais du temps, donc on retrouve le manque de temps de tout à l'heure, un événement majeur ou de graves difficultés, et là on voit effectivement soit le besoin de solidarité, soit effectivement ce côté où je me dis que si un jour ça m'arriverait, si ça m'arrivait, j'aimerais bien que les autres fassent ça pour moi, et effectivement on a ça qui vient en compte. Et en troisième position, on a un sujet vous touchant personnellement ou un proche, et effectivement on retrouve la réciproque de l'argument d'avant. Très très lié, c'est assez individualiste comme c'est comme assez motivation. individualiste, et effectivement moi ce que j'observe, c'est que on a tous une entrée pour faire du bénévolat, et l'aspect individualiste tend à s'amoindrir à partir du moment où on travaille en collectif, à partir du moment où on agit avec les autres, avec un groupe, avec une action collective, avec des buts communs, et c'est là où effectivement on a peut-être quelque chose d'assez intéressant sur justement pour lutter contre la montée de l'individualisme. Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, deuxième partie. Nous parlons ce soir du bénévolat, et on terminait tout à l'heure sur les motivations et une espèce de distance qui s'exprime notamment chez les personnes plus jeunes, qui trouvent que ce que les associations leur proposent aujourd'hui ne correspond pas franchement à ce qu'elles attendent, c'est ça ? Oui, en fait, ce qui ressort, c'est que les associations auraient tout intérêt à s'interroger et à se pencher sur les attentes des bénévoles, et à pas considérer que le bénévolat est un don uniquement dans un sens. Certes, le bénévole vient donner gratuitement de son temps et de son énergie, de ses compétences, mais il peut avoir des attentes. Et vous souleviez tout à l'heure, Anne-Cécile et toi, le caractère individualiste de la société, et effectivement, être dans l'attente d'un contre-don, de quelque chose qui vient en échange, c'est de plus en plus fréquent. Alors, on a fait un questionnaire dont Anne-Cécile s'est beaucoup occupée pour essayer de, localement ici, parmi les bénévoles qu'on côtoie, essayer d'identifier un peu ces attentes des bénévoles. Alors du coup, je vais vous en parler un petit peu. Ce que j'ai pu observer, c'est que dans les attentes des bénévoles à qui on a posé la question, il y avait effectivement la réciprocité. Il y avait aussi l'objet de l'association qui était un point très fort, qui était aussi une des motivations. Du coup, c'est une réflexion entre les motivations et les attentes. On avait aussi l'évolution, la culture commune et le partage. Donc on a beaucoup de termes qui sont revenus comme ça, avec justement cette question de l'échange, cette question justement de la réciprocité, on parlait d'individualisme. Effectivement, le bénévole met de son temps, de ses compétences, de son énergie à disposition. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Effectivement, il y a ce lien social qui est excessivement fort. Je pense très franchement que sans lien social, il n'y aurait pas de bénévolat. Donc c'est un point effectivement de vigilance, c'est faire attention que ça soit pas déshumanisé, quoi. On a ce côté qui est très très fort. Donc il y a des attentes effectivement en termes de convivialité, de lien social, de reconnaissance du travail réalisé, des attentes aussi en termes de montée en compétences, apprendre quelque chose. Alors on dit pas monter en compétences, ça va être formulé moi j'attends d'apprendre toujours, de l'enrichissement personnel. De l'enrichissement personnel, voilà, d'être de tout ça. Et donc c'est vrai que c'est important de rester vigilant là-dessus, et en tout cas de se poser la question du pourquoi les bénévoles viennent dans une structure. On va avoir une soirée sur le bénévolat le 19 mai, donc à l'espace Tetris. Eva Leco organise une soirée effectivement pour réfléchir sur le bénévolat, qu'est-ce que ça, les attentes, les apports, comment y répondre, et puis réfléchir ensemble comment on peut développer le bénévolat au sein de son association. Comment on peut agir pour l'intérêt collectif, quoi. Voilà, en gros. Bien que ça compte toujours pas dans le PIB. C'est pas grave. Alors, vous avez repéré des outils, et puis je crois que vous êtes allé interviewer aussi Fanny Coll, donc au niveau d'un service de l'État qui est en charge du bénévolat. Effectivement, donc on a été interviewé Fanny Coll, qui est donc cadre technique et pédagogique à la direction départementale de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Et en fait, elle est en charge des dossiers liés à la vie associative. Et donc du coup, nous lui avons demandé
Qu'est-ce qu'il faisait au niveau du FDVA? Alors le FDVA, ça correspond au Fonds de développement de la vie associative. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi du FDVA, donc Fonds de développement de la vie associative? Oui, bien sûr. Alors, ça fait partie effectivement des mesures de l'État en faveur du soutien au bénévolat. Peut-être juste avant, faire un point en fait sur ce qui nous semble, nous services de l'État, particulièrement problématique, je dirais, au niveau du soutien au bénévolat. On a eu une enquête récente du CNRS. Alors voilà aussi un document qui est en ligne sur le site de la préfecture. Donc une enquête récente du CNRS éditée en mars 2016 par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sur le paysage associatif français, qui indiquait que les associations s'appuyaient sur 24 millions de participations bénévoles, mais qui en même temps faisait état dans la période récente, d'une transformation considérable. Alors avec une évolution des financements des associations, de leur relation au pouvoir public, mais aussi avec une véritable transformation du travail bénévole. C'est-à-dire qu'on note une tendance forte à l'augmentation du nombre d'engagements par bénévole et on constate en même temps une moindre implication des bénévoles dans le projet associatif. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué aussi en termes d'évolution dans la composition des structures dirigeantes des associations de se projeter. Donc ça, c'est particulièrement prégnant ensuite dans la façon dont les services de l'État vont orienter les différentes mesures qui seront mises en œuvre par la direction départementale. Il y a en plus de ça, et je trouve important d'en parler aussi avant de vous parler des mesures concrètes de l'État, il y a en région PACA la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui a réalisé une étude sur le besoin, mais un besoin véritablement urgent, de renouvellement générationnel auquel sont confrontées les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, dans l'échantillon, il y avait à peu près 88% d'associations, 9% de coopératives et 3% de SARL. Et bien, sur cet échantillon-là, 60,8% de l'échantillon est concerné par les départs à la retraite dans les 5 ans. Donc on voit bien qu'avec un secteur sanitaire et social particulièrement impacté par ce besoin de renouvellement générationnel. Sachant en plus que le renouvellement générationnel n'a pas la même incidence pour les toutes petites associations où l'impact est beaucoup plus important. Donc on voit bien qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là et c'est bien cette capacité à renouveler les instances dirigeantes, c'est-à-dire du conseil d'administration et du bureau, qui est au cœur de la question de l'engagement associatif pour nous. Donc toutes nos mesures sont tournées autour de ça. Donc lorsque certaines associations n'ont pas prévu dans leur statut des dispositions en faveur du fonctionnement démocratique de leur gouvernance, lorsqu'elles ne s'imposent pas des règles statutaires de rotation, de renouvellement des membres du conseil d'administration, de renouvellement du président, eh bien on voit bien qu'à terme, la qualité de leur activité associative s'en trouve bien souvent impactée. Donc c'est un vrai sujet pour nous et c'est vrai que ces questions de gouvernance démocratique et de renouvellement des instances dirigeantes, parce que aussi elles permettent l'appropriation du projet associatif par tous les adhérents, sont examinées, vraiment jaugées par les services de l'État dans le cadre de chaque procédure d'agrément ou de demande de subvention. C'est-à-dire que on veille par exemple à ce que les associations agréées au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire prévoient dans leur statut la possibilité pour les mineurs de plus de 16 ans d'accéder aux instances dirigeantes. Et c'est encore loin d'être acquis à ce niveau-là. Alors, parallèlement à tout ça, donc on a pris effectivement la mesure de ce besoin urgent, mais ça fait longtemps qu'on y travaille. Et comme vous le disiez, donc il y a le Fonds de développement de la vie associative, qui est une des mesures de l'État en faveur du bénévolat, qui est une aide financière en fait, une aide financière du ministère de la Jeunesse et des Sports pour aider à la professionnalisation du bénévolat. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que de plus en plus les compétences et les missions inhérentes au bénévolat étaient telles qu'il fallait assurer une formation régulière pour tous les bénévoles d'une association, pas forcément les dirigeants d'une association. Donc on finance, alors chaque année l'appel à projet sort à peu près au mois de février, fin février. C'est un appel à projet donc du ministère, mais qui est coordonné par la direction régionale avec des correspondants départementaux, dont je suis, et qui vise à financer les projets de formation qui sont initiés par les associations et qui
qui apportent une formation technique ou spécifique sur certains domaines aux projets associatifs des bénévoles. Donc c'est un dispositif qui règne encore bien, puisqu'il y a quand même pas mal d'argent sur la région PACA. C'est vrai qu'on voit de plus en plus la mort comme ça de dispositifs d'aide au financement d'actions associatives, et le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, est un rare dispositif qui vive encore bien, parce que effectivement c'est un enjeu pour l'État de pouvoir assurer une professionnalisation, un niveau de compétence suffisant pour les bénévoles. Donc toutes les associations, quelles qu'elles soient, à condition qu'elles remplissent les critères d'intérêt général, de transparence financière et de fonctionnement démocratique, peuvent y prétendre. Ce ne sont pas uniquement les associations issues du secteur jeunesse et sport, mais bien toutes les associations peuvent y prétendre, à condition toutefois de pouvoir réunir dans le cadre de leur formation au moins 12 bénévoles. Voilà. Donc il faut faire la demande sur la base d'un dossier de demande de subvention. On accompagne les associations à remplir ces dossiers-là s'il le faut. On est là aussi pour les appuyer dans ces démarches-là. Et donc c'est un forfait d'environ 700 € par jour, par session de formation d'au moins 12 bénévoles. Merci à Fanny Coll, donc qui s'occupe de la vie associative à la préfecture, et qui est toujours une mine de renseignements. Et je dois dire que elle est extrêmement attentive, effectivement, au fonctionnement démocratique des associations, et notamment des associations d'éducation populaire, ce qui est le cas de l'association Evaleco. Mais vous avez vous-même exploré un certain nombre de champs, vous avez posé des questions, vous avez regardé ce qui existait comme outils. On va peut-être continuer un petit peu avec ça. D'accord. Donc effectivement, donc on en parlait un petit peu. Il y avait donc le VAE, donc validation d'acquis par expérience. La validation des acquis de l'expérience. Voilà. Qui permet en fait maintenant pour par exemple les bénévoles qui ont été dans leur association pendant 3 ans, de faire valoir en fait l'expérience et les compétences qu'ils ont eues au cours justement de cette période, et qui peut pourquoi pas aboutir par exemple sur un diplôme, je reprends ce que disait Fanny Coll, effectivement ça s'oriente professionnalisation du bénévolat. En fait ça permet de valoriser ça par exemple sur un curriculum vitae. Exactement. Donc on parlait tout à l'heure des jeunes qui veulent de plus en plus s'engager, et effectivement c'est quelque chose qui peut être utilisé, qui est utilisé par les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Donc c'est paradoxe intéressant quand même, puisque sur le principe si on est demandeur d'emploi par exemple, est-ce qu'on peut faire valoir ce qu'on a acquis comme compétences dans une association? C'est toujours extrêmement compliqué. Il y a toujours donc la première chose, c'est la recherche d'emploi, et c'est affirmé par la loi. De plus en plus Pôle emploi quand même reconnaît que le fait d'être bénévole dans une association et de renouer du lien social et de développer du lien social, de ne pas s'isoler, c'est pas contradictoire avec de la recherche d'emploi, voire même ça permet de se refaire un réseau et finalement de retrouver, mais ça reste encore effectivement c'est pas la vie de tous les services de l'État, et donc c'est encore compliqué. La prédominance reste d'abord à la recherche d'activités professionnelles. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine contradiction. D'où vient donc cette possibilité de faire valoir les acquis de l'expérience associative? Alors donc quelqu'un qui fait du bénévolat peut donc obtenir tout ou partie de son diplôme, d'un diplôme validé au travers d'un dossier qu'il doit monter, qui prouve qu'il a effectivement occupé ces fonctions qui correspondent par exemple à certaines parties d'un diplôme de comptabilité ou de secrétariat ou d'animation ou etc. Enfin voilà, c'est généralement dans la validation des acquis de l'expérience du bénévole, c'est une partie du diplôme qu'on obtient, c'est pas la totalité. D'où ça vient? La validation des acquis de l'expérience, y compris du bénévolat, vient de l'Union européenne. Oh oui. Dans l'Union européenne, on reconnaît, les États membres reconnaissent qu'il y a 3 manières d'acquérir des compétences et des connaissances. Il y a la formation, donc l'acquisition de compétences formelles dans le cadre de l'école ou de l'université. Il y a l'acquisition de compétences informelles par la vie de tous les jours. Et il y a un 3e cadre qui est le non formel,
c'est au sein des associations et au sein des groupes, que ça soit un syndicat, une association, donc ça fait partie intégrante pour l'Union européenne de l'acquisition des compétences. Et donc c'est une transcription. Voilà, c'est une transcription, mais encore une fois, il y a une transcription de l'obligation de mettre en place la validation des acquis de l'expérience, y compris dans un cadre non formel comme le bénévolat. Mais en même temps, en France, on n'est quand même pas encore très à l'aise dans la place du bénévole dans la société et sa reconnaissance, et en particulier par rapport à l'emploi salarié. Alors pas pour ceux qui sont en activité, mais surtout par rapport à la recherche d'emploi salarié qui est toujours dominante, et qu'on met toujours le bénévolat derrière pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre ? Alors on a aussi, on s'est posé la question de comment susciter l'engagement bénévole sur différents sites. Effectivement, je me suis un peu arrêtée sur France Bénévolat et Pro Bono, qui parlent de recrutement bénévole et de management du bénévolat. Donc c'est des termes effectivement qu'il faut prendre avec des pincettes parce que encore une fois c'est très professionnalisant. Et les prendrait avec des pincettes. Oui, effectivement. Et je les prends aussi avec des pincettes. Mais là en fait si on regarde un petit peu plus dans le détail, c'est surtout sur comment développer la communication autour de son projet associatif, comment être clair dans ce qui se fait, ce qu'il y a à faire, ce qui pourrait être fait, et aussi avoir une approche beaucoup plus humaine en fait de l'accueil du bénévole, et non seulement de l'accueil mais aussi de l'accompagnement pendant toute sa mission. C'est quelque chose de beaucoup plus participatif. On n'est pas du tout sur un système vertical comme on pourrait parler sur d'autres types de management là pour le coup, et là qui sont beaucoup plus axés entreprise. Là effectivement dans cette approche du bénévolat est beaucoup plus est beaucoup plus proche du lien social en fait, de la communication et du fait d'être transparent et clair. Oui, même chez Pro Bono, on va carrément trouver le fait que pour susciter l'engagement, il faut mettre fin aux symboles et aux privilèges au sein des associations, et donc en particulier entre les bénévoles, en termes de restauration, de bureaux, de parking, etc. Et qu'il faut effectivement remettre à plat les associations pour supprimer les privilèges au sein des associations, de façon à redonner un sentiment d'égalité entre les bénévoles, et surtout faire confiance aux bénévoles, et surtout aux jeunes bénévoles. Voilà. Donc là, et là, on retrouve surtout les jeunes bénévoles qui n'ont pas de voiture, donc. On retrouve ce que Fanny Coll nous a dit dans l'interview. Effectivement, c'est la nécessité de réinterroger les pratiques démocratiques au sein des associations et la place que l'on fait dans les instances dirigeantes, conseils d'administration, bureaux, aux plus jeunes. Parce que c'est par la responsabilité et la confiance, le sentiment qu'on vous fait confiance, que l'on développe le plus de compétences et qu'on peut s'engager. Ça me donne le sentiment d'être très en écho avec ce qu'on peut entendre concernant l'engagement politique, par exemple, ou les aspirations et notamment des jeunes gens et des jeunes filles, en suivant un petit peu l'actualité, ce qui s'exprime autour de Nuit debout, ou ce genre d'aspiration, c'est cette horizontalité, cette une remise en cause des autorités, d'une hiérarchie, non ? Oui, et puis il y a ça, et puis il y a aussi une montée, une évolution aussi du niveau de compétence générale de la population, qui forcément ne peut plus avoir les mêmes attentes vis-à-vis d'une structure associative, et une remise en cause de tout ce qui est institution. Et donc effectivement, quand dans une association il y a le président, etc., et on se retrouve avec le même type d'institutions qui sont de hiérarchie, qui sont remis en cause dans d'autres cadres, que ça soit politique ou professionnel, parce que on retrouve ça. Vous avez trouvé aussi des idées originales, effectivement, pour les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de s'engager en présentiel. Il y a de plus en plus d'associations qui proposent de faire du bénévolat en ligne aussi. Alors absolument, ça permet de ne pas avoir à se déplacer. C'est très bon pour le lien social, ça. Alors détends-toi, parce qu'effectivement, bénévolat en ligne, par exemple, tu peux accompagner des personnes qui galèrent au niveau numérique. Il y a aussi beaucoup de bénévolat à la personne qui peut passer par le bénévolat en ligne, par exemple, communiquer avec des personnes âgées isolées soit via téléphone, soit via Skype, via mail. C'est une façon de cocher plusieurs cases en même temps, mais effectivement, ça permet de rester disponible, même sur son temps qui est pas qui est un peu short la plupart du temps, donc voilà. Au bout du compte, il s'agit dans une certaine mesure de réinventer la vie associative.
Oui, et de la mettre plus en écho avec la façon dont notre société a évolué. Oui, il s'agit de réinventer la vie associative et en fait, on a trouvé une phrase qui résume un peu ça. Et il faut dire aux jeunes, j'ai confiance en toi, aux seniors, j'ai besoin de toi, et aux générations intermédiaires, servez de passeurs.